Thank you. Merci beaucoup. Thank you. Merci beaucoup. Vous étudiez en français, entre autres, en espagnol et autres langues. Alors ça, c'était mon équipe et on est parti pour gagner. Alors vraiment, là, c'est un honneur et un privilège pour moi d'être votre président international pour Optimiste International. Et c'est vraiment, c'est un privilège pour moi aussi d'être, disons, un membre de la génération X, là, qui vous sert de président. Je peux vous dire qu'il n'y a personne qui est plus surpris que mes propres parents. Ils ne s'attendaient pas à ça. Ma mère vous dira que j'aurais dû être le président des pessimistes parce que je suis perfectionniste, pessimiste, mais je suis un bon gars, là, quand même. Et ma maman est ici dans l'édifice, mais pas dans la salle. Ma mère, mercredi, elle s'est fait opérer, mais elle a quand même la capacité de me dire: tu ne lâches jamais. Tu es une personne qui va toujours au bout de tout ce que tu entreprends. Alors ça résume qui est ma mère. Mais mon père est ici. Il s'appelle Jim Garner. Alors, c'est pas comme le nom de la vedette, mais le voici, c'est mon père, Jim Garner. Alors, papa m'a bien formé. Toutes les semaines, il m'amenait aux réunions du club Rotary. Mais écoutez, quand je suis devenue plus âgée, j'ai eu le choix. Alors, j'ai choisi optimiste. Mais mon père, c'est quelqu'un qui m'a montré à être optimiste. À toutes les fois, vous demandez à mon père, vous dites: est-ce que vous avez des problèmes? Moi, pas de problème. Moi, là, j'ai rien, là, j'ai jamais de problème trop grave. Alors, j'apprécie énormément, papa, que tu sois ici avec moi aujourd'hui. Alors, si vous ne savez pas, c'est ma 20e année au sein du groupe Optimiste. J'avais 25 ans quand je me suis joint au groupe et je dois vous dire que ça a été toute une occasion pour moi. En cours de route, j'ai eu toutes sortes d'occasions de perfectionner le leadership et étant donné en tant qu'optimiste, je me suis rendu compte que j'avais cette grande famille ici. Et j'entre autres Beverly, Roddy, Ryan, Brody, c'est le secrétaire trésorier du club. Et il manquait 3 mois pour être niveau charte. Et alors, ça fait 49 ans que mes parents adoptifs, là, qui sont dans le club optimiste, alors, les voilà. Et à côté, Alan et Diane Clark, les vice-présidents élus, ils s'occupent très bien de nous. Alors, je les apprécie énormément. Alors, ils m'ont aidé à progresser. Et à cause d'Optimiste, j'ai pu rencontrer cette charmante femme qui est à côté de moi. Patty et moi, on s'est rencontrés alors qu'on était lieutenant-gouverneur, puis on voulait tous les deux remporter le titre, et c'est moi qui est devenu lieutenant-gouverneur. Mais en plus de ça, mais écoutez, ça m'a permis de la rencontrer. Elle est devenue mon épouse, Matty Garner. C'est une dirigeante, une chef de file, l'optimiste. Quelques années, elle revient à la maison, elle a dit: je sais ce que je veux faire dans la vie. Elle a dit: moi, je veux être la première dame. Je lui ai dit: est-ce que tu connais, tu as rencontré un autre homme que moi? Mais vraiment, c'est un travail d'équipe. On s'est rencontrés au sein d'Optimiste et vraiment, je souhaite remercier Optimiste qui fait en sorte que j'ai rencontré la femme de ma vie. On a donc 4 enfants, 6 petits-enfants et j'ai maintenant, depuis quelques années, tout vous, là, qui faites partie de ma grande famille. Merci. C'est intéressant. On a appris qu'on n'est pas le seul couple qui s'est rencontré dans le groupe Optimiste. Alors, si vous avez rencontré votre conjoint, conjointe, partenaire, là, la personne que vous aimez, votre chum, blonde, hein, comme vous appelez, vous pouvez vous lever, les gens là, qui se sont connus en étant dans l'Optimiste International.
Regardez autour de vous, il y en a quand même pas mal. Alors, ce que ça nous indique que l'an dernier, on devrait avoir un programme là pour jumeler les gens. Si vous êtes célibataire, dites à vos... Si vous êtes célibataire qui se trouve personne, dites-leur de se joindre au groupe Optimiste. Ça va peut-être les attirer. Alors, on pourrait créer le groupe Optimatch. Alors, vous savez que nous allons éventuellement parler de ce qu'on appelle les connexions, les liens. Vous savez, tous les ans, les gens disent Hey, c'est quoi ton slogan? C'est quoi le slogan cette année? On a, à l'Optimiste International, notre slogan qui est Optimiste, inspirer le meilleur chez les jeunes. C'est ça notre slogan, c'est ce que l'on fait. Alors, il y a une légère nuance, c'est tout simplement qu'on a mis l'accent sur le mot le meilleur, dit-il en français, le meilleur. Vraiment, on va mettre l'accent là-dessus, car ça devrait faire partie intégrante dans tout ce que l'on fait, dans tous nos clubs optimistes. Et ce faisant, on va instaurer quelque chose cette année. Ça ne va pas être juste pour cette année, mais ça va être quelque chose qu'on lance là dès maintenant. On va avoir ce qu'on appelle le club optimiste de l'année. Alors, je sais déjà, écoutez, je fais partie du meilleur club, là, c'est le club Breakfast, là, du Texas. Bon, il y en a qui ont rigolé un petit peu, parce que tout le monde se dit, non, 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 moi, c'est mon club qui est le meilleur, etc. Mais pensez-y, on se dispute amicalement à ce sujet-là à chaque année pour savoir quel est le meilleur club. Mais écoutez, cette fois-ci, il y a un jeune homme qui a 30 ans, qui est en train d'établir un club dans un comté au Texas. C'est un nouveau membre. Il dit, moi, je veux fonder un club. Et la première question qu'il a posée à Patty, il a dit, mais il dit, comment on fait pour devenir le club de l'année? Il a dit, ben là, on a un système de district. Non, non, il dit, non, non, vous n'avez pas un programme pour être le club optimiste de l'année au monde. Alors, il s'agit de Brown Austin Deal. Alors, un de nos membres, un des membres, le président à Charte, c'est un jeune homme donc de 30 ans. C'est de lui que je parlais. Voilà notre avenir qui est incarné dans ce jeune homme. Alors, merci, Ron. Alors, il y a 3 noms, c'est Brown Austin Deal. Mais en fait, grâce à cette question, on va, l'an prochain, à la Nouvelle-Orléans, on va justement choisir le club de l'année. Mais il y en aura 8, donc un par région. Et ça, ce programme-là, là, ça commence dès aujourd'hui. Vous n'avez rien à faire de différent. Simplement envoyer votre soumission. Comment on va évaluer les points? Alors, on va octroyer le plus grand nombre de points pour les projets de services destinés aux enfants. Le club optimiste, on va identifier vos projets de service. Il y en a qui disent que ça me prend 30 projets pour obtenir 30 points. Je leur dis non, non. Vous faites un excellent projet et vous obtiendrez les 30 points. Si, par exemple, vous pouvez envoyer des enfants handicapés sur la Lune, n'oubliez pas de leur donner l'oxygène, mais si vous faites ce genre de travail exceptionnel, vous devriez avoir 30 points parce que vous avez fait quelque chose de renversant. Il y a aussi quelque chose qu'on va donner pour le développement des membres. Il y en a combien qui ont pu bénéficier pour les compétences personnelles, leadership, interpersonnel, qui ont pu employer ce qu'ils ont appris à l'optimiste dans leur vie. Vous avez profité de ce développement en tant que membre? Bien oui. Alors voilà, il faut accorder une valeur à nos membres. Alors on va donner des points pour la façon dont vous aidez à former, développer vos membres. Ensuite, on a ce qu'on appelle la conscientisation dans la communauté. Alors, on fait une blague, on dit souvent, on est un secret le mieux gardé. Mais non, c'est pas... Ça, c'est comme avoir une maîtresse, c'est pas correct, là. Alors, le moment est venu que les gens entendent, sachent qui
sont les optimistes et que les gens aient envie de prendre part à nos belles activités. Alors, il faut lancer ce message-là, le renforcer dans nos communautés. Et j'ai un comité de marketing avec Mme Bocqueux et Mona et plein d'autres personnes qui vont vous proposer des outils pour faire en sorte que on parle encore plus de nous. Et les deux derniers points, c'est augmenter votre nombre de bénévoles et aussi on parle des efforts pour de nouvelles communautés. C'est aussi pour fonder de nouveaux clubs, incluant des clubs aux joies. Alors, il faut aussi s'assurer de continuer de s'occuper, bien sûr, des clubs existants pour faire le suivi. Alors, vous fondez le club, vous allez avoir les points. Je dois vous dire que les membres optimistes à Saint-Louis, notre équipe de direction, c'est pas nous qui allons être les juges. On va se tourner vers les compagnies, par exemple, d'assurance qui ont pu, les commanditaires qui nous aident avec, entre autres, les programmes de golf et un peu partout ailleurs. Et peut-être, je sais pas un petit secret, mais là, peut-être la marine américaine pense de travailler avec nous. Alors, voyons, ils pourront peut-être devenir un de nos juges. Enfin, l'idée, c'est d'avoir des juges indépendants pour choisir le club de l'année, pour faire ce choix dans toutes les régions. Alors, on veut souligner ce qu'il y a de mieux et qu'on veut tirer des leçons de ce qui se fait de mieux. Comme Jack Canfield a dit, ça vous prend un but, un objectif. Ça prend un but, ensuite le souligner, ensuite vous pouvez l'identifier et vous devez avoir des délais, des étapes à suivre. Souvent on dit oui, on veut connaître la croissance, mais ça veut dire quoi au juste? Ça prend une cible précise. Ça, c'est ma cible à moi. J'espère que les autres membres du conseil vont me suivre là-dedans. Ça, c'est notre but. C'est 100 %. Qu'est-ce que ça veut dire? En 2019, on aura notre 100e congrès. Nous devrions avoir 100 000 membres optimistes d'ici juillet 2019. Alors, cherchez ces gens-là d'ici 2019. Alors, 100 000 membres d'ici notre 100e congrès en juillet 2019. Alors, moi, je suis comptable. Alors, je me pose la question, est-ce que c'est raisonnable? 100 %. Vous me direz, c'est un chiffre énorme, surtout quand vous pensez au chiffre actuel. Il y a quelques jours, on était à 72 062 membres. 72 000 quelques membres. Ce qui est positif, c'est que nous avons 72 062 membres qui jugent que les optimistes sont là pour inspirer le meilleur chez les jeunes. Alors, il faut vraiment féliciter ces membres. Mais on aimerait avoir plus de membres, beaucoup plus de membres. Alors, ça veut donc dire, pour atteindre ce but, ça nous prend 27 938 nouveaux membres. Vous allez me dire, c'est énorme, mais c'est sur une période de 5 ans. Si on divise ça en 5 ans, ça veut dire, ça nous prend à peu près 5 788 nouveaux membres par année. Alors, c'est pas si pire, là, quand vous regardez ça comme ça. Bon, bien sûr, moi, je suis comptable, je regarde toujours l'autre côté de la médaille. Je me dis, qu'est-ce qu'on fait avec les pertes de membres? Il est probable qu'il y ait des gens qui nous quittent. Si on a un taux de diminution de l'effectif de 8 par année, ça représente qu'on va perdre à peu près la même quantité de membres que le nombre de membres qu'on souhaite recruter pour atteindre notre but en 2019. Voilà pourquoi il faut qu'on arrive à recruter 11 323 membres par année. C'est un chiffre imposant, mais vous savez, on est des optimistes. Et ça veut dire que un membre sur 6 doit faire le recrutement d'un membre par année pour arriver là. Je ne parle pas que tous les membres doivent recruter un autre membre, mais vous pouvez calculer les rangées. Dire, pour chaque 6 membres, il faudrait qu'il y en ait un qui recrute un nouveau membre. Alors, ça va nous permettre d'atteindre cet objectif. Alors, seulement un membre sur 6 qui recrute une nouvelle personne. Alors, si on fait... Ah, là, on arrive sur le jeune homme, Thomas. Alors, on pourra, si on va encore plus loin que ça, plus de gens qui recrutent quelqu'un, ça va nous permettre d'aller encore plus loin. Mais écoutez, c'est pas obligé que ce soit chaque membre qui recrute un nouveau membre, mais au minimum 1 sur 6. Alors, pour l'an prochain, on a besoin de recruter 11 000 quelques membres. Mais pensez-y, si on avait 100 nouveaux clubs entre maintenant, disons, et le 1er octobre,
Et, mais je ne parle pas de recruter 11 000 membres d'ici 3 mois, mais d'ici le prochain congrès, l'an prochain. Alors là, ça va nous passer dans une situation où on va pouvoir avoir un ajout de, disons, plusieurs milliers de membres. Mais disons, si notre taux de rétention est à 5 alors, vous savez, il faut faire un suivi auprès des membres. Mais pourquoi est-ce qu'on fait plus encourager les membres à rester? Ben oui, pourquoi on ne le fait pas? Vous savez que cette semaine, les gens disent, ah, ben il y a des gens qui ne sont pas venus, se sont pas présentés. Oh, il y a des membres qui n'ont pas payé leur cotisation, on a dû les laisser aller. Et Murphy plutôt. Alors, moi, là, je suis devant 1 million de personnes. Alors, Ed Murphy travaille dans un Costco. Il a dit, nous, on a des cartes de crédit pour les clubs. Alors, regardez, et un jour, on aura peut-être des cartes de crédit pour nos clubs. Parce que ça, c'est des choses qui vont aider les gens à être automatisés. Si on peut aussi notre taux de rétention, on aurait une perte à 5 seulement de 3 600 membres. Mais imaginez, vous pouvez, chez chaque nouveau... si chaque club allait chercher 3 nouveaux membres pour chaque club, on se dit, mais si chaque club se dit, cette année, on va aller recruter 3 nouveaux membres, on va continuer de vouloir garder les gens qui sont là, mais il faut cesser peut-être de servir du steak frites à toutes les personnes d'un certain âge. Peut-être que ça va prendre des aliments un petit peu plus sains, un petit peu plus santé. Mais si on fait juste ces choses-là, là, regardez-moi les chiffres, ça représente 12 400 membres. 12 400 nouveaux membres qui travaillent pour faire de bonnes choses. Et déjà, l'an prochain, avec ce scénario, on arriverait avec 84 462 membres. Écoutez, c'est pas difficile d'atteindre ce chiffre. Ça nous rapproche encore plus de notre but d'atteindre le niveau de 100 000 membres d'ici 2019. Je ne sais pas qui sera président en 2019, mais j'aimerais bien le féliciter pour lui dire et comment ça se passe là avec vos 100 000 ou plus membres. Ce serait merveilleux. Plusieurs d'entre vous, vous vous dites, mais comment est-ce qu'on peut faire ça, Ken? On a encore des difficultés. Eh bien, il faut faire appel à l'innovation. Peut-être que ça entraînera des changements. Il y a des photos au musée de Pearl Harbor. Est-ce qu'il y en a qui sont allés à Pearl Harbor? Alors, oui. Alors, pour nos voisins du Nord et des Caraïbes, le 7 décembre 1941, il y a eu le bombardement à Pearl Harbor par des avions japonais. Plusieurs se sont écrasés au sol et les États-Unis sont entrés en guerre. Plusieurs personnes sont décédées ce jour-là. Alors ça, pour nous, c'est un événement marquant pour les Américains. Alors, et là, quand vous vous rendez devant ce musée, la mémoire de Pearl Harbor, vous avez cette image de l'homme qui est devant Pearl Harbor et il est à côté d'un énorme canon. Alors, un canon qui pourrait endommager n'importe quel bateau qui entrerait dans le port. Vous voyez cet homme qui porte son képi, là, qui fait le salut militaire au lever du soleil et qui surveille, vous voyez vraiment avec dévouement, avec attention pour protéger les navires qui sont dans ce port. Alors, à 7 heures du matin, à cette journée fatidique du mois de décembre 41, pensez ce que pensait cet homme qui est à côté de ce canon quand les bateaux sont arrivés. Qu'est-ce qu'il a entendu ce matin? Il a entendu ce vrombissement des avions et là, il s'est rendu compte que ce n'était pas un bateau, mais c'était bel et bien des avions. C'était en fait de nombreux avions. Moi, je n'étais pas là, mais je ne peux qu'imaginer que cet homme a dû regarder dans le ciel et il a vu les avions, il a vu son canon, un canon tout à fait capable de lutter contre l'ennemi. Mais là, il s'est dit, mais ça va pas m'aider là dans la situation actuelle. J'ai un canon. Mais là, il y a plein d'avions. Mais cet homme était prêt à risquer sa vie. Il était probablement mort d'ailleurs.
mais il faisait preuve de passion à l'égard de ce qu'il faisait. Mais les outils qu'il avait entre les mains n'étaient pas les outils les mieux adaptés dans la situation qu'il vivait. Là, on est au 21e siècle. Il y a des choses qu'on doit faire en matière d'innovation. Il faut voir qu'est-ce qu'on peut changer, que ce soit du côté technologique, Facebook, l'Internet, médias sociaux, peu importe. Il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire de légèrement différent pour entrer en contact avec les gens. Et rapidement, je vous dirais que nous sommes... Bon, vous dites, oui, il y a des gens aux cheveux gris ici, mais j'ai fait promesse au lieutenant-gouverneur, président élu, et je leur ai dit, combien d'entre vous vous êtes joints au Club optimiste pour devenir un leader au sein du groupe? Et les gens disent, ah, moi, je me suis joint pour faire un excellent travail, pour aider ma communauté. Mais là, tout à coup, Ashley a levé la main et ensuite KJ et Eric, je pense. Ouf, là, j'ai transpiré de la main. J'avais écrit les noms dans le creux de ma main, mais là, je les vois plus, c'est effacé. Alors, ces trois personnes que j'ai nommées, est-ce que vous êtes ici? Si oui, veuillez vous lever. Ashley, KJ, là. Et bon, Eric, je ne le vois pas. Mais regardez le visage de ces personnes. 25, 24 ans, 19 ans. Merci. Alors, les gens de la génération du millénaire sont là, sont prêts à se joindre à nous. Ils ne veulent pas juste se joindre à nous, ils veulent être des leaders. Alors, il faut aller à leur rencontre, il faut qu'ils se joignent à nous, mais il faut être prêt à travailler avec eux. Ils ont de la créativité, des bonnes idées, et nous, on a d'excellentes ressources. Écoutez, on va travailler main dans la main. Ça va être vraiment fantastique. Voilà notre avenir. Et en parlant d'innovation, dans le livre de Steve Jobs, le créateur, le fondateur d'Apple, vous savez tous qui est la compagnie Apple. Alors, je parle entre autres les iPhones, les iPads. Alors, Steve Jobs, lorsqu'il a créé l'iPhone, il voulait vraiment que ça fonctionne. Et il voulait mettre ça dans sa poche. Et pour le BlackBerry, là, je m'excuse, mais c'est une bonne histoire que je raconte, ça, de Steve Jobs. Et là, il a mis ça dans sa poche, et là, ça a égratigné son iPhone parce que la couverture est en verre. Il a dit à ses spécialistes, ben, écoutez, ça prend un matériau qui ne va pas s'égratigner. Alors, ils ont mené des recherches et ils ont vu qu'il existait un verre qu'on appelle le verre de type gorille. Ça ne s'égratigne pas. Mais le problème, c'est que personne ne fabriquait ça. C'est qu'il tout simplement, il y avait un brevet qui existait et que c'était la compagnie Corning Glass. Vous connaissez cette entreprise? Oui, ils font des fenêtres, de la vitre. Alors, Steve Jobs a dit, d'accord, je vais appeler le président de la compagnie Corning Glass. Alors, Steve Jobs a regardé le numéro sans frais de Corning Glass et il a parlé à la téléphoniste. Il dit, je dois parler au président. Alors, pensez-vous qu'en appelant un numéro sans frais, il a réussi à parler au président de cette compagnie? Non. Alors, là, il était fâché parce qu'on ne lui a pas laissé parler au président de Corning Glass. Alors, il a émis un communiqué de presse. Et là, le président de Corning Glass a appris ça. Il a dit, ah, Steve Jobs, vous voulez me parler? Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le président de Corning Glass? Il a téléphoné au numéro sans frais de Apple pour parler à Steve Jobs. Et éventuellement, enfin, ils ont réussi à se parler. Pas tout de suite, mais ils ont réussi. C'est intéressant parce que dans le livre de Steve Jobs, dans son autobiographie, il a rencontré en personne le président de Corning Glass et a dit, voilà ce dont j'ai besoin. J'ai besoin d'environ 2 millions de petits morceaux de verre, là, comme ça. Et là, le président de Corning Glass a dit, ouais, c'est bien, mais nous, on fait pas ça. Nous, on fait des grosses fenêtres, on fait du verre tout à fait différent. On n'est pas pour changer toute notre usine, pour préparer des petites fenêtres pour mettre sur vos téléphones. Vous voulez ça quand?
Steve Jobs l'a regardé et il avait appris le truc qu'il ne voulait pas cligner des yeux. Il a regardé avec attention le président de Corning Glass. Il a dit, « N'ayez pas peur, Monsieur le Président, vous êtes capable de faire ça. » Et là, il n'arrêtait pas de le regarder sans relâche, le fixait des yeux. Et là, le président de Corning Glass a dit, « Ben voyons. Mais là, M. Jobs dit, « Non, n'ayez pas peur. Je sais que vous êtes capable de faire ça. » Et ensuite, le président de Corning Glass a parlé aux responsables de la fabrication. Il a dit, « Là, on va produire des millions de ces petites vitres d'ici quelques mois. » Le responsable de la fabrication dit, « Ben non, ça n'a aucun sens. » Il l'a regardé dans les yeux. Il dit, « Non, n'ayez pas peur. Vous êtes capable. Je sais que vous êtes capable de faire ça. » Et vous savez, ce qui est bien là-dedans, qui a fait le preuve de plus d'innovation là-dedans? Apple ont innové parce qu'ils avaient une invention, mais pensez-y, du point de vue de Corning, ils avaient déjà un excellent projet, un excellent produit en verre, c'était hyper solide, c'était bon. Et ils continuaient d'avoir des revenus, leur action était très bonne, ça allait bien, et c'était pas comme un ouragan, ça passait pas là. Ça bougeait pas beaucoup. Mais quand ils ont commencé à produire ce verre de type gorille, le cours de l'action a grimpé en flèche. Alors qu'on se parle ici d'une entreprise qui existait depuis des décennies, qui était très stable, mais qui ont pris ce risque et qui ont décidé d'aller de l'avant. Et ils ont dit, on y va. Alors, on devrait faire la même chose. Tout le monde nous dit, enfin, on a rencontré le président, et ça, c'est un des privilèges d'être un président. On rencontre les autres organisations qui offrent du service, Civet and Rotary, Lions, Kiwanis, JCs, enfin, plusieurs autres organismes dévoués au service. Alors, ils nous ont présenté des chiffres, et là, j'ai vu qu'il y avait de l'enthousiasme parce que toutes les autres organisations de services ont connu des baisses importantes. On parle de 8-9 de baisse et d'autres qui étaient à plus de 10 de perte. Alors que nous, notre diminution était de 3 Alors, on était très contents. C'était positif. Hey, on a juste connu une baisse de 3 On s'est dit, c'est positif par rapport aux autres organisations. Mais vous savez, bien des gens qui ont dit, « Mais là, tu as juste 45 ans, là, tu sais rien. » Mais j'ai dit, quand même, j'ai pas juste 12 ans. Alors, je sais quand même quelques petites choses. Mais ils m'ont dit, « Mais qu'est-ce que vous allez faire l'an prochain? » « Bon, on va connaître la croissance. » Ils m'ont pris pour une personne naïve. Non, j'ai dit, non, je suis un optimiste. Je suis un optimiste. Et vous savez, quand on vous montre... on montrera quoi faire. Vous allez nous remercier un jour, j'ai dit aux autres. Et les autres organisations m'ont regardé en disant, « Ah oui, ils ont chanté la chanson de Frank Sinatra, le rêve impossible. » Alors, Unbearable sorrow. I go where the brave cannot go. We right the unrightable wrong. We love the one known from afar. We try when our arms are too weary. We reach the unreachable star. This is my quest, to follow that star, no matter how hopeless, no matter how far, to strive for the right with unquestionable pause, to be willing to march into hell for a heavenly cause. And I know this will only be true when I'm laid to my rest, that my heart will lie weary in peace when they lay to my rest. And the world will be better for this, that one group, scorned and covered with scars, still strove with their last ounce of courage to reach
reach the unreachable stars. And I said, that's optimism. Alors ça, c'est de l'optimiste. Lorsqu'on écoute les paroles de cette chanson, on voit que c'est vraiment l'optimisme parce que ça parle d'atteindre un objectif qui peut sembler inatteignable.